Salut à tous, c'est Bismart. On est à nouveau là pour une heure de débat autour. Tiens, là aussi d'ailleurs, un petit peu comme on l'a fait depuis le début de la semaine, on va se mettre une petite tonalité tech parce que ce sont les invités qui sont là autour du plateau qui nous permettent d'avoir cette tonalité. L'idée, c'est que les gens débattent des sujets qu'ils connaissent. C'est toujours beaucoup plus intéressant. Mais on va démarrer avec quand même une campagne présidentielle qui est en train de se préciser, des enjeux économiques qui sont en train de se préciser. Et puis cette question que je posais hier, je ne sais pas si vous étiez là, et qui depuis d'ailleurs me trotte dans la tête, cette coïncidence entre plan de relance et campagne présidentielle, même en tant que citoyen, ça me perturbe. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc on démarre. Bénédicte Tilloy est avec nous. Bonjour Bénédicte. Bonjour Stéphane. Merci de nous rejoindre, merci de nous accompagner. Bénédicte, cofondatrice de 10h32, on dit 10h32, c'est ça le nom de ta boîte. Tu dis que tu fais de la micro-stratégie. Oui, c'est-à-dire je fais de la stratégie avec des gens qui ont envie de transformer en même temps qu'ils gèrent des urgences. C'est tout le monde, ça. Ouais, c'est pour là, ça. tu viens de résumer l'ensemble des boîtes du monde développé en ce mois de septembre 2021. Oui, mais c'est un peu leur sujet et c'est pas facile à faire. C'est-à-dire tricoter du très court terme en même temps qu'on fixe un cap et qu'on s'y tient, c'est pas facile. Ouais, tout à fait. Et tu as été, alors d'abord, tu as écrit un bouquin que je conseille à tout le monde, c'est du COMEX à la start-up, c'est ça le titre du bouquin. Là, voilà, la team, du COMEX à la start-up, parce que tu as été au COMEX de la SNCF et tu as été notamment directrice de Transilien. Les trains de l'Île-de-France, les trains de banlieue, le RER et tous les trains. Et là, en termes de système, si tu veux, et de micromanagement, je crois que ça se pose là en matière d'expérience. Voilà. Guy Mamoumani, salut Guy. Bonjour. Co-président du groupe Open. Et puis Jean-Charles Simon, salut Jean-Charles. Salut. Alors Jean-Charles, multiples casquettes, mais on va garder celle d'économiste, finalement, qui m'est le plus utile là. Non, ancien directeur général du MEDEF, parce qu'on va parler des retraites. D'accord. Économiste et notamment, alors tu as de multiples entreprises que tu as fondées, mais Station, c'est ça, Station. Absolument. Sur les statistiques économiques. Exactement. On a reçu ici, tu sais, le directeur général de l'INSEE. Oui, qui est formidable, Jean-Luc Tavernier, qui est absolument formidable, que j'ai eu plusieurs fois en fait en interlocuteur quand j'étais à la FEP et au MEDEF, puisqu'il était auprès des pouvoirs publics, évidemment à différentes fonctions de direction de cabinet avant de rejoindre la direction générale de l'INSEE. Et il a décidé de descendre dans le débat public. Juste un mot là-dessus. Je ne sais pas comment tu prends ça. Donc, je trouve ça formidable. Ce qui me permet de dire, il y a un blog aujourd'hui de l'INSEE. C'est Jean-Luc Tavernier. Jean-Luc Tavernier écrit un blog sur lequel, je vais le dire comme ça, il règle ses comptes avec un certain nombre de ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la statistique. C'est absolument passionnant. C'est vraiment passionnant. J'invite tout le monde à aller le voir parce que c'est très pédagogique. Ils ont fait un gros effort, lui et son équipe, parce que c'est pas lui qui fait tous les billets. Évidemment, il y a d'autres administrateurs de l'INSEE, puisque c'est le corps des hauts fonctionnaires, en général passés par Polytechnique et l'INSEE, qui dirigent les directions de l'INSEE. Et ils font ce travail formidable pour expliquer la conjoncture, les statistiques, les erreurs que font les gens, par exemple sur l'inflation, sur beaucoup d'autres choses où il y a des préjugés grand public qui parfois font que les erreurs de raisonnement se multiplient et puis ils défendent aussi, et c'est très important, l'indépendance de leur institut, parce que leur institut est un institut scientifique. Il est rattaché au ministère de l'économie et des finances, mais ils tiennent mordicus à l'indépendance de leurs travaux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de travaux sur commande. Je me souviens que son prédécesseur, Jean-Philippe Cotis, avait été appelé au moment de la crise financière à faire un travail sur la valeur ajoutée et le partage de la valeur ajoutée. Il avait fait ça de manière extrêmement rigoureuse avec les syndicats de salariés, le MEDEF comme partenaire et interlocuteur pour discuter de leur point de vue, mais ils tenaient absolument à faire des choses qui d'ailleurs n'étaient pas dans le sens du gouvernement, puisque par rapport à ce que disait à l'époque Nicolas Sarkozy, à ce qu'il avait en tête, notamment sur le partage de la valeur ajoutée, il montrait des choses qui n'étaient pas... grande stabilité. Voilà, notamment une grande stabilité entre le partage de la valeur ajoutée, entre l'actionnaire et le travail. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et tu sais que ce travail, si tu cherches, parce que ça c'est un sujet qui revient en permanence, sur lequel nous-mêmes on est interrogés en permanence, et puis moi je suis tout à fait, nous qui, je vais le dire comme ça, défendons le système, voilà, on est interrogés en permanence. En fait, tu retombes toujours sur le travail de Jean-Philippe Cotis. Oui. C'est un tel boulot que je crois que personne... C'est une référence, je crois que c'est... Mais il faudrait en refaire un autre parce que... Maintenant, ça a évidemment 12 ans. Voilà, c'est ça. Faudrait que tu t'y colles. Truc intéressant. Et juste, je finis là-dessus. Cette statistique est en fait aujourd'hui soumise à la même défiance que
l'ensemble des discours des élites, voilà, je vais le dire comme ça, l'ensemble des discours d'autorité, l'ensemble des discours scientifiques. Ouais. Donc c'est ça qui est important. C'est comme si la statistique était en fait une opinion. C'est ça qui est terrible. Ouais. Alors, c'est une discipline des mathématiques tout à fait rigoureuse. Et puis, évidemment, derrière, il peut y avoir des abus. Comme on le voit aujourd'hui avec la médecine de la même façon. Hein, on peut avoir des gens qui sont des affabulateurs, des gens qui truquent et qui utilisent un discours pseudo-scientifiques pour essayer de convaincre de préjugés ou de leur point de vue. Donc il y a le même risque évidemment dans les statistiques économiques et statistiques sociales, mais justement c'est pour ça qu'il y a besoin d'institutions de référence comme celle-là, et je crois qu'elle est objectivement tout à fait remarquable dans son genre, dans le paysage européen, international. L'INSEE est une très belle maison. On dit que c'est la meilleure du monde. Ouais, il faut les défendre. Il faut défendre leur boulot et puis justement, à la limite, plus ils le sont, je trouve, et c'est très bien ce que fait Jean-Luc Tavernier ces dernières années, plus justement ils ont, par rapport au pouvoir politique, cette force pour ne pas être justement manipulés, le cas échéant, si ça enchantait quelqu'un de le faire. D'où la nécessité de remettre les sciences et les mathématiques dans l'éducation au plus haut niveau. Et c'est l'ancien prof de maths qui parle. Je ne savais pas ça, Guy. Oui, j'ai commencé ma carrière pendant 5 ans comme professeur de mathématiques à l'Éducation nationale. Et je crois que c'est essentiel parce que plus on formera les gens sur ces sujets, la rigueur mathématique, la connaissance des sciences, et plus ils pourront justement accepter que ce n'est pas une opinion, comme l'a dit Bénédicte. Et tu penses qu'il y a une corrélation entre la baisse du niveau mathématique des élèves français est un fait attesté, là, voilà, international. Et tu penses qu'il y a une corrélation entre ça et l'état de défiance que l'on décrit parfois sur justement l'ensemble des vérités scientifiques ? Moi, j'en suis convaincu. Alors maintenant, mon épouse, inspectrice d'éducation nationale, ne serait pas d'accord avec nous. Oui, mais c'est indéniable. Mais je suis d'accord. Moi, c'est ce que je lui dis en permanence. Non, mais c'est l'ensemble des classements internationaux font autorité quand même là-dessus. Oui, mais c'est vrai que les classements sont faits avec certains biais, donc ils ne sont pas forcément à l'avantage de la France. Mais de toute façon, c'est sûr qu'on le ressent bien. Un niveau scientifique, un niveau mathématique en forte baisse. Et par conséquent, pourquoi voulez-vous qu'ils comprennent ? Alors après, en fait, tu as beau dire, pour expliquer tout ce que tu veux, si je n'ai pas les bases nécessaires pour le comprendre, eh bien, ça ne passera pas. Et je crois que c'est un des éléments essentiels, d'ailleurs, on y reviendra peut-être sur les programmes présidentiels, c'est de revenir quand même à des notions de base en termes d'éducation et de formation. Non, je ne vais pas te demander de détailler un programme présidentiel, Guy. C'était pas... Non. Mais on le fera, si tu veux. Bon, on le fera un peu plus tard. Voilà, je pense que c'est un point essentiel. Bénédicte. Ce qui est frappant, surtout, je trouve, c'est que, en fait, on a rarement des ordres de grandeur qui nous sont présentés. Oui. Et donc, du coup, on est capable de mettre une éolienne en face d'une centrale nucléaire. On est capable d'imaginer que la circulation à Paris, c'est comparable au RER, par exemple. En fait, tant qu'on n'a pas des chiffres et que les gens ne se représentent pas, en fait, ça reste une opinion. Et donc, c'est important de le ramener à ce dont ils sont capables. Enfin, les choses de la vie quotidienne, en fait. Comparer des choses de la vie quotidienne. Et c'est très vrai sur le débat transition énergétique. Absolument. Enfin, alors en plus, on n'y a absolument pas conscience des volumes, des enjeux, y compris de la part du gouvernement quand il nous dit qu'il éclaire la Tour Eiffel à l'hydrogène. Enfin, quel message t'envoie avec ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, notamment sur les profs de maths, par exemple, constatent sur ces 40 dernières années qu'il y a à peu près une année de programme qui a été perdue. En fait, un glissement d'un an de moins de connaissances quand on arrive au bac ou même en classe préparatoire par rapport à ce qu'il était au début des années 80. Donc ça, c'est un fait assez objectif et assez problématique. Autre fait, c'est la formation, et c'est même encore plus grave probablement, la formation des professeurs du primaire. La formation des professeurs du primaire est quasi exclusivement, je crois que le taux c'est 85 ou 90%, de personnes qui ont une formation exclusivement littéraire, c'est-à-dire qui ont des bases souvent très faibles
en mathématiques, en calcul, en arithmétique, et qui se retrouvent dans toute la population. Après, le problème, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des chiffres, mais si on n'est pas capable d'appréhender des raisonnements très simples, des ordres de grandeur, des façons de penser, je me souviens de ce truc-là, c'est pas pour accabler quelqu'un, mais entre Julien Bayou et des journalistes qui faisaient remarquer qu'ils ne savaient pas calculer la superficie d'un disque. Et donc, ils raisonnaient, ils ne savaient pas faire un pi R2 ou des choses comme ça, tout simplement. Et donc, il y avait un problème pour Moi non plus. non, mais de trucs... Faut quelqu'un le dise autour de cette table, quand même. Moi non plus. Et du coup, non, mais tu veux, c'était sur le périmètre d'enfants nés avec vous vous souvenez de cet échange, notamment, je crois, entre Emmanuel Ducrot et Julien Bayou, où les types ne comprenaient pas la surface dont on parlait. Et en plus, il la reprenait en pensant avoir raison, parce que je pense, ou son community manager, je ne veux pas du tout dire que c'est nécessairement lui, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de raisonnement de base, de capacité à comprendre un tout petit peu, à rentrer dans les statistiques, à rentrer dans les chiffres, qui est en train d'être mal maîtrisé par une bonne partie de la population. Bon, et tout ça nous éloigne du séminaire gouvernemental. Non, tiens, Guy, je dois dire, c'est un sujet, en tant que citoyen, je crois que c'est sans précédent. Oui, le président en place utilise d'une certaine manière l'appareil d'État pour sa campagne présidentielle. Je pense que ça, c'est absolument inévitable, quelle que soit l'indépendance de l'administration. Là, il se retrouve avec donc, ce France Relance, là, qui va être le deuxième plan de relance, 20 à 30 milliards d'euros. Ça me pose un problème en tant que citoyen. Bah écoutez, moi ça ne me pose pas de problème. Alors vas-y, non, mais rassure-moi. Non, parce que, qu'est-ce que je vais dire ? Écoute, il est président de la République pendant 5 ans, déjà c'est court, moi je suis contre ce quinquennat, je trouve que c'est trop court pour pouvoir travailler. Si en plus de ça, l'année qui précède les présidentielles, surtout dans une période aussi exceptionnelle que celle que nous vivons, il n'utilise pas tous les moyens qu'il a en sa possession pour faire tenir le pays, eh bien je crois qu'il ne ferait pas son job. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, et quand on voyage, on s'en aperçoit, la façon dont a été traitée par le gouvernement la crise de la Covid pour les entreprises, je ne vais pas m'élargir, mais sur les entreprises, est quand même assez exemplaire. Et donc, s'il continue à utiliser les moyens de l'État pour sauver, aider les entreprises, créer de l'emploi, à mon avis, c'est son job. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a un petit concours de circonstances qui est un peu critiquable, mais jusqu'au dernier jour, il est président de la République, et au contraire, je trouve ça très bien qu'il ne fasse pas une campagne ou qu'il n'appuie pas sur le bouton pause. C'est impossible aujourd'hui d'appuyer sur le bouton pause. Oui. Bénédicte, je partage. Tu partages le truc. Ouais. Je vois pas un patron qui dirait je m'en vais dans quelques mois, et donc je laisse filer les rubans. Oui, mais c'est le bien commun de l'entreprise. Fera. C'est le bien commun de l'entreprise. Le patron, à la limite, c'est pas grave. Là, le sujet, c'est que c'est un pays, c'est encore plus grave. Oui, mais c'est son sort personnel. Tu comprends ? C'est pour se faire réélire. Le patron, s'il s'en va, il s'en va. Enfin, pour se faire réélire, on va quand même imaginer que le plan de relance a des vertus pour le pays. Ou bien alors, on est parfaitement cynique et on imagine que le plan de relance est à côté du sujet. Mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Clientéliste, on va dire. Alors ça, c'est une autre. Voilà le risque. Mais non, mais c'est à ça que je pense. Ça, c'est un avis. C'est-à-dire, tu peux dire que tu n'aurais pas fait ça, admettons. Mais qu'il engage quelque chose, moi, je trouve que ça a de la valeur. Et en plus, il s'est positionné comme un patron dans l'action. Donc, les opportunités d'agir lui sont présentées à nouveau et il agit. Après, il y a des choses discutables. Je pense qu'on évoquera des contenus tout à l'heure, mais moi, je serais choquée de l'inverse. C'est-à-dire, je serais choquée qu'ils laissent flotter les rubans et qu'ils disent « mon successeur verra » et on fait faire du blabla sur un certain nombre de sujets. Non, mais qu'ils disent « écoutez les amis, là, il y a 30 milliards d'euros » ou alors une totale transparence sur la façon dont l'ensemble de cet argent est utilisé. Mais je ne sais pas si c'est possible, Jean-Charles. C'est une inquiétude non fondée. Tu es d'accord avec eux ? Oui, je suis d'accord. D'autant qu'il peut être attaqué sur ce qu'il fait. Finalement, il peut y avoir des avis divergents. Absolument. À la fois sur l'opportunité de faire ça. Il y a des gens qui peuvent considérer que, notamment, il gère mal les finances publiques. Je dis pas que c'est mon opinion, mais
plein d'avis peuvent se faire et il ne me semblerait pas anormal qu'il y ait un courant, on va dire, très soucieux de l'endettement français et du niveau des déficits publics et qui disent aujourd'hui, attendez, c'est pas raisonnable. Non, mais il y a des voix comme ça qui existent. Il n'y en a pas, il n'existe pas. Tu veux qu'on fasse... Eric Vert, non, mais parlons des, je sais pas, 25 candidats aujourd'hui. Mais les autres, non, il faut le dire. Les autres, tous sont je dépense donc je suis. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Mais les autres peuvent dire c'est très mal dépensé. C'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Par exemple, voilà, pour le coup, je rentre dans mes billes. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire beaucoup plus sur les impôts de production et beaucoup moins de programmes dans différents domaines, la SNCF, dans le ferroviaire, dans les énergies. Je pense que l'essentiel de ce que devrait faire l'État, c'est d'abaisser les prélèvements obligatoires. Oui, mais attends, Jean-Charles, alors la question à l'économiste, c'est pas pareil. Si je donne 30 milliards pour, on va dire, moderniser l'industrie, si je baisse les impôts de production, c'est pour le coup une dépense récurrente que j'inscris au budget de l'État. Enfin, je parle comme une dépense. Baisser les impôts, c'est une dépense. Mon Dieu, excusez-nous. Et donc, ça rentre pas dans une enveloppe de plan de relance. Parce que c'est de la mauvaise gestion. Pas forcément, parce que j'espère qu'il y a... D'abord, je peux les financer en partie, ces dépenses-là. Je peux trouver en face des économies, ça pourrait quand même exister. Et puis deuxièmement, je peux espérer, en tout cas je peux tenir ce discours, dans les 25 candidats, beaucoup tiennent ces discours sur ce qui leur tient à cœur, sur le fait qu'il y a un effet multiplicateur de mes dépenses. Donc elles vont rapporter des recettes, elles vont rapporter de l'activité. C'est pas plus utile que d'envoyer ça, de flécher sur des projets précis, de décarbonation, de modernisation, de robotisation de l'outil industriel français. Moi j'ai toujours très peur quand l'État veut faire des grands programmes et veut flécher justement sur des acteurs. Mais ça, c'est mon avis. Il vaut mieux qu'il baisse les impôts et laisser les acteurs utiliser le pognon. Je préfère. Il peut s'occuper de certaines choses. Il y a des infrastructures dont personne ne s'occupera s'il ne s'en occupe pas. Donc là, pour le coup, il y a des choses à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire en matière de dépenses publiques ou en matière même d'investissement public. Je pense que l'investissement public, il peut exister dans un certain nombre de domaines. Mais honnêtement, je préférerais qu'il paye mieux les professeurs et qui trouvent des économies, par exemple, sur d'autres sujets, ou qui paye mieux certaines professions sur lesquelles il y a des vrais problèmes de recrutement ou de niveau, qu'il ait plus de moyens pour la justice, par exemple, typiquement des choses qui sont importantes, et qui sont même essentielles dans la vie d'un pays, plutôt qu'ils disent tel programme industriel, je pense qu'il faut l'abandonner. Parce que je pense que là, le risque, c'est toujours des effets d'aubaine, des gens qui vont potentiellement bien en profiter. Ce qui s'est passé avec le solaire il y a 10 ans. Et que derrière, si vous voulez, on soit déçu par rapport, je ne doute pas qu'il y a un objectif d'intérêt général au départ. C'est toujours des bonnes intentions dans ces sujets-là. Mais c'est le problème, c'est la réalisation et comment ça se termine. Guy, finalement, tout ce que vient de dire Jean-Charles, toutes ces recommandations, ça prouve bien qu'il y a des choix à faire avec ces 20-30 milliards. Et donc le président ne doit pas être jugé sur le fait qu'il continue à travailler jusqu'au dernier jour, mais sur les choix qu'il va faire. D'accord. Et à ce moment-là, écoutez, on dira, il a favorisé quelqu'un, donc je vote pas pour lui. Il a choisi on va dire les aspects libéraux de Jean-Charles, je vote pas pour lui. Voilà, moi je suis pour qu'il augmente les fonctionnaires, je suis pour qu'il augmente les chômeurs. Bon, ça sera des choix. Et on le jugera là-dessus. Tu as raison. Et tant mieux si ça donne le ton des débats politiques qui vont suivre. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de parler des vrais sujets. Ça permet de parler de choses sérieuses, tu as raison. Alors, et j'entends, je lis l'idée de gommer la Startup Nation. Donc là, je me tourne. Alors, Bénédicte, Guy, parce que je crois que c'est un sujet sérieux. Je crois qu'il doit se poser la question, enfin la façon dont tout ça a été reçu dans le pays. Comment est-ce que vous prenez cette histoire de « il faut gommer l'image de Startup Nation » ? Moi, je n'ai jamais apprécié cette expression Startup Nation. Vraiment, parce que ce n'est pas ce qu'on attend de notre pays. On attend de notre pays qu'il se transforme. Vous savez que je suis un adepte de la transformation numérique. Et c'est de ça que l'on attendait. D'ailleurs, j'en ai fait un livre pour justement dire que ce qu'on attendait, c'est que l'administration, l'État, les communautés se transforment grâce au numérique. Or, je suis au regret de le dire, et je le dis à M. Macron, je suis désolé, j'espérais beaucoup plus que ce qui a été fait. Donc, ce n'est pas le problème de la Startup Nation. Bon, il y a quand même pas mal de succès sur toutes les questions de licorne et autres startups, on tant mieux, c'est très bien. Mais ce n'est pas le sujet. Tu t'en fous. Non, j'entends ça. C'est quoi le chiffre ? C'est plus de 5 milliards d'euros levés sur les 6 premiers mois de l'année. C'est quasiment autant que sur l'ensemble de 2020. Mais ça,
ce n'est pas... Bon, c'est super. Mais c'est l'emploi de demain, ça, c'est l'économie de demain, c'est la croissance de demain. Ce n'est pas tant que ça. Pas tant que ça. Attends, je vais juste finir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas tant que ça. Ce qui compte, c'est la transformation du pays. Donc, d'avoir un pays qui, justement, devient fluide, efficace, avec moins de dépenses grâce au numérique, c'est la transformation des grandes entreprises. J'étais ce matin dans une réunion pour réfléchir à la transformation de l'industrie par l'industrie du futur. Ça, c'est ça qui est majeur. Ça compte quand même, les startups. Moi, je suis pas contre. Mais avoir pris comme slogan la Startup Nation, c'est une erreur. Nous ne sommes pas Israël. Hein, et je crois que ça a été vraiment une erreur parce que du coup, on a changé la vision qui était pour moi très très intéressante, hein, parce que j'ai quand même fréquenté beaucoup Emmanuel Macron quand il était ministre de l'Industrie et qu'on travaillait sur ces sujets-là. Et il a voulu trouver peut-être un slogan. Et ce n'est entraînant. Voilà, entraînant, mais ce n'est une pas perspective, un espoir. Non, il aurait dû dire la transformation de notre pays. Voilà. Mais oui, mais tout le monde dit la transformation de notre pays. En termes de il y a beaucoup de gens qui sont très conservateurs, qui n'ont pas envie que ça se transforme. Ah, écoutez, alors justement, parlons-en. Bénédicte, toi non plus, t'aimes pas Startup Nation ? Pas du tout le mot Startup Nation, parce que je trouve que dans la Startup Nation... C'est bien d'abandonner. Alors, si même vous laissez tomber. Mais oui, parce qu'en fait, on a l'impression de singer les autres. C'est-à-dire que ça ne nous ressemble pas. Et donc, on est allé chercher un modèle ailleurs. Et en fait, on cherche à challenger. On ne cherche pas à le challenger, on cherche à leur ressembler. Or, les Français, ils détestent. D'ailleurs, c'est intéressant de lire le bouquin de Rosan Vallon. Qu'est-ce qu'il dit ? Chaque fois qu'on utilise ces mots-là, quand le président... Dites-nous un peu plus, parce qu'on n'est pas intime. En fait, Pierre Rosan Vallon, Pierre Rosan Vallon, il vient de sortir un bouquin qui parle des épreuves des Français. Il dit les Français se sentent méprisés. Ils ont l'impression, en fait, que lorsque on leur parle et qu'on dit qu'on va faire de la pédagogie, on s'adresse à eux comme de manière condescendante et qu'il y a de l'arrogance dans ces propos. Et je trouve que le terme de Startup Nation, c'est vraiment... il y a de l'arrogance dans ces propos. Oui. Et moi qui suis tout le temps sur Twitter, et c'est d'ailleurs toi qui m'as appris à l'être, je m'aperçois, en ayant des publics variés, que chaque fois qu'on utilise ces termes-là, ça déclenche en fait des réactions épidermiques qui ne sont pas sur le fond, mais qui sont sur l'impression que ça donne. Donc, si on peut bazarder ce terme, moi, je serais ravie. Et par ailleurs, je suis complètement d'accord. Je suis désolé, c'est une défaite. Bazarder ce terme. Alors d'abord, fais attention quand même, Bénédicte, parce que Twitter n'est pas représentatif. Facebook, c'est différent. 30 millions de personnes, c'est massif. Je vais continuer là-dessus. Moi, je pense exactement comme Guy. Je pense que ce qui est important, c'est que la manière... ce que nous ont appris les startups, c'est en fait d'avoir d'être des entrepreneurs dans l'action. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Et si dans les grandes entreprises, on est des entrepreneurs dans l'action, alors on est capable de transformer le pays. Mais c'est beaucoup plus important que dans toutes les boîtes, y compris dans l'administration, chacun se sente entrepreneur dans l'action, plutôt que de faire rêver des gens au fait que dans 5 ans, ils vont lever des fonds, ils vont vendre leur boîte et ils vont rouler en Maserati. C'est pas ça le sujet. Or, malheureusement... Ils roulent pas en Maserati, les start-upers. Non, ils vont faire le tour du monde, tu sais, à la voile. Oui, mais il y a une espèce de représentation un peu fantasmagorique. Donc, il aurait fallu dire nation d'entrepreneurs, en fait. Peut-être, je sais pas. Mais d'abord, c'est un mot français, entrepreneur. Oui. George Bush nous l'a appris. Qui est pas traduit. Donc, je trouve que c'est dommage parce qu'on a un peu gaspillé la partie d'élan, d'ambition. Oui, ça c'est clair, on a cassé quelque chose. Voilà. Or, cet élan d'ambition, c'est évidemment très important qu'on l'ait. Et ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'ambition. La première fois qu'on s'est rencontrés avec Guy, on était à l'EHESS, je me rappelle, et on essayait de convaincre... Dis-nous ce que c'est, École des hautes études en sciences sociales, pour lequel, moi, j'adore les sciences sociales, et ça me faisait beaucoup de peine d'être obligée de convaincre des sociologues que c'était une super bonne idée de rentrer dans une entreprise. Et qu'on ne mangeait pas des enfants dans les entreprises. Et alors, peut-être que tu auras du courrier parce que je dis ça, mais franchement, c'est ça en fait qui est important, c'est se sentir entrepreneur. Voilà, ça c'est vraiment important. Pour tout dire, c'était des docteurs. Oui. C'est la problématique que dans le milieu anglo-saxon, quand vous avez un PhD, c'est très très valorisé, très recherché. En France, un docteur, il n'a rien à faire dans l'entreprise, sauf à aller le chercher pour faire un peu de crédit, un peu de recherche. Et en fait, notre propos,
c'est de dire justement qu'un docteur pouvait apporter quelque chose à l'entreprise. Et qu'on en avait besoin dans les Jean-Charles. Moi, je rejoins un peu ce qu'ont dit Guy et Bénédicte. C'est sur le fond, je trouve que c'est une erreur sociologique, politique et d'histoire économique d'avoir utilisé ce terme-là pour la France, parce que ça correspond à un pays, évidemment tout le monde pense à Israël et a raison, mais Israël c'est un pays pionnier, qui a une histoire évidemment très particulière, qui part de feuille blanche quasiment en termes d'histoire économique avant 48, et donc on n'est pas du tout sur les mêmes, on n'a rien à voir. En termes de, mais on n'a rien à voir, mais alors et on donc, a la mémoire courte, on oublie l'élan que ça a donné. Non, mais surtout sociologiquement, si tu veux, tu es en train de renvoyer à des gens une image dans laquelle ils ne peuvent pas se reconnaître. Parce que la plupart des start-upers, c'est des jeunes HEC de bonne famille, mais c'est malheureux à dire, mais qui vont faire fortune, ils sont malins et cool, et c'est tout à fait mérité, et c'est super, mais c'est qu'une petite partie de l'économie. C'est qu'une petite partie du... Bien sûr, mais l'idée, il est très très large. C'est cette partie qui entraîne, c'est le rôle modèle, c'est donner envie, ouais, c'est mais tout ça. En fait, souviens-toi de ce qu'on raconte, parce que maintenant, ça y est, c'est fini. De toute façon, c'est une défaite. CES de Las Vegas, c'était une fête. On avait réussi à transformer ça en Coupe du Monde de foot. Comment les gens pouvaient se reconnaître là-dedans? Évidemment, les promos d'écoles de commerce se reconnaissaient. Moi, les jeunes gens, peut-être que ça les fait rêver. Non, parce que c'est très typé sociologiquement, il faut le dire. C'est très... beaucoup d'hommes, très grande majorité, des formations assez typées, des milieux sociologiques, parce que le système français est aussi, en plus, plutôt à confirmer les biais sociaux qu'à les affirmer. On avait, si tu veux, quelque chose dans lequel c'était difficile pour plein de gens de se reconnaître. Et où, en plus, le modèle apparaît, et ça, à mon avis, c'est ça le vrai erreur, le modèle apparaît ultra inégalitaire. Tu as les fondateurs de Deliveroo qui sont des milliardaires, et puis tu as les staffs de Deliveroo qui sont les nouveaux prolétaires. Et donc, en fait, si tu veux, pour l'image que tu renvoies quelque chose qui est de plus en plus dichotomique, et dans lequel une bonne partie de la population a l'impression que c'est quelque chose dans lequel elle ne se retrouve pas. Au contraire, elle perd les vieux bons jobs d'avant. Elle perd les vieux bons jobs d'avant et elle se retrouve prolétarisée. Une partie l'auto-entrepreneur. Du diable, mais attends, un chiffre important quand même, c'est que, et qui va aller tout à fait dans votre sens, 81% des fonds levés ont été levés en Île-de-France. Mais voilà. Donc on est sur le cœur du truc, quoi. Mais bien sûr, c'est comme si c'était en fait une locomotive, mais qui avait oublié les wagons. Voilà, donc oui, mais c'est pas de leur faute. La locomotive, elle est pour rien. Elle fonce, etc. On est d'accord. Je ne vais pas dire que c'est de la faute du tout. Ils ont fait leur job. Ils ont fait leur job. Au contraire, moi, je suis investisseur, business angel, j'encourage. Mais et ils portent une partie de l'avenir du pays, quand même. On est d'accord. Bien sûr. Mais ce dont on parle, c'est pas ça. Oui, c'est d'un slogan politique. Start-up nation. Je comprends. Ce qui est tout un autre sujet. Et en plus, même dans le tissu économique, j'insiste là-dessus, ça n'est quand même qu'une petite partie du tissu économique, et c'est pas appelé de devenir tout le tissu économique. Tout le monde va pas être développeur Python demain. Si tu veux, c'est pas les trucs. Non, mais c'est. Je crois que même ça, c'est dépassé d'ailleurs, développeur Python, non? C'est pas mal déjà. Python et R, si tu veux, c'est des bons trucs. Si tu sais bien faire ça, t'as du job en face sans problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut pas être le projet de tout le monde. Et surtout, c'est pas le tissu économique global tel qu'il est. Donc, ils sont super dans ce qu'ils font. Objectivement, bravo ce qui se passe dans cet écosystème depuis quelques années. C'est super et c'était bien d'appuyer. Mais ça doit pas être un projet politique global parce que ça, tout simplement, ça peut pas l'être. Ça peut pas accueillir tout le monde et ça peut pas réunir un pays. Et ça a créé une fracture? Moi, je pense. Ouais, c'est ça. Dans son image, en tout cas. Dans son image, moi, je pense que oui, tout à fait. Donc, il a raison de gommer. Il a complètement raison, parce qu'il ne peut pas être, si tu veux, les trucs à Station F et tout ça, c'est très sympa, mais encore une fois, c'est très élitiste, en fait. C'est très élitiste. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On revient donc débattre de l'actualité du moment, tout ce qui se joue autour des retraites. Alors Jean-Charles, je sais que tu as une réflexion mais profonde, aboutie sur la réforme des retraites, donc on ne va pas faire ça. D'accord. Voilà. Allez voir notamment le compte de Jean-Charles sur Twitter, etc. Il écrit beaucoup de choses. Restons sur cette idée-là de régimes spéciaux. Bénédicte, dans ces moments-là, Bénédicte, vous dites, j'y suis plus. Je respire, c'est bon, ça va pas me tomber. Même si c'est réglé. En fait, à la SNCF, le sujet des régimes spéciaux, il est réglé. Il est en fait, le statut est éteint à partir du 1er janvier 2020. Voilà. Et donc, il y a encore évidemment beaucoup de personnel qui relève du statut. Mais tous ceux qui sont embauchés aujourd'hui ne sont plus embauchés au statut. Donc, comme ça a été le cas dans les télécoms, par exemple. J'ai essayé de regarder. Je ne sais pas, Jean-Charles, alors tu dois avoir, toi, un chiffre. Franchement, j'y ai passé une journée entière.
entre Cour des comptes, Conseil d'orientation des retraites, etc. et tout, les chiffres valsent dans tous les sens sur ce que représentent vraiment les droits spécifiques liés aux régimes spéciaux dans l'ensemble et des dépenses et des déficits. Sur les dépenses, je parle sous ton contrôle, tu es à peu près sur 3-4 milliards. Quoi. En gros, vraiment les droits spécifiques, 3-4 milliards. Pour l'ensemble des régimes spéciaux, Oui, c'est ça. Sur 300 milliards de dépenses. Oui, tout à fait. En fait, Qu'est-ce que c'est que cette il histoire ? y a une bonne partie dans le cas de la SNCF, pour l'historique, puisque comme c'était très bien dit, maintenant, c'est plus un sujet d'avenir, c'est un sujet de passé. Pour l'historique, en fait, il y a un déséquilibre démographique dans le régime qui explique une bonne partie de son déficit. Donc celui-là, c'est le choix de prise, mais de toute façon, dans le régime général, ça aurait été pareil. Exactement. Donc c'est pas spécifique. Et ce qui est spécifique, effectivement, c'est les départs. En fait, ce qui coûte le plus cher, c'est les départs anticipés. Des catégories dites actives, celles qui ne sont pas des personnels sédentaires. Et ces gens-là, effectivement, ils ont encore des conditions de départ qui correspondent à l'historique des entreprises et qui sont évidemment favorables par rapport au régime général qui maintenant est la référence, y compris pour la fonction publique, dans son ensemble. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on pousse sur ces 52-57 ans pour les deux âges les plus bas? Est-ce qu'on pousse pour notamment la RATP, d'autres, puisque la RATP n'a pas connu ce qu'a connu la SNCF. Il reste la RATP et puis les électriciens gaziers. Là. Voilà. Les gros morceaux, il y en a plein d'autres, mais vous avez vu ça. Donc, mais les deux gros morceaux, c'est... Est-ce qu'effectivement on fait ça? Moi, je pense que la bonne solution est... que je regrette beaucoup dans le débat des retraites, effectivement, que je suis depuis 25 ans, quand j'étais auprès de Denis Kessler il y a près de 25 ans, c'était déjà vu comme un vieux sujet. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'époque, on aurait pris les décisions avec des clauses de grand-père. Il n'y aurait plus de sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait dit, écoutez, OK, on touche à rien des avantages des gens qui peuvent être dans la rue et bloquer différentes choses, mais les nouveaux entrants, ce qu'on a fait... Ce qui s'est fait pour la SNCF. Mais on l'a fait en 2020, on l'aurait fait en 90, au moment du livre des Blancs. Là où je veux t'emmener, là je veux vous emmener, c'est un chiffon rouge. Là, pour moi, c'est presque plus il y a une espèce d'urgence là, à s'attaquer aux régimes spéciaux dans les 6 mois qui viennent. Pour moi, c'est politique et c'est pas économique. C'est-à-dire que économiquement, et même, je vais même peut-être vous surprendre, mais le sujet global des retraites aujourd'hui, c'est plus un sujet politique d'abord de comment on veut gérer la question entre l'effort des cotisants, des actifs et les niveaux de vie des retraités. Premier sujet. Et deuxième sujet, c'est un sujet économique large. C'était très bien documenté, notamment par Pierre Cahuc, sur qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays. C'est quand même combien il y a de gens qui travaillent, combien il y a de parts de gens qui travaillent. Ça, l'écart entre l'Allemagne et la France, par exemple, sur 15 ans, il s'est fait là-dessus, sur le fait que les Allemands se sont retrouvés plus nombreux à travailler en proportion de la population. Et c'est ce qui fait l'écart de PIB, et donc l'écart de PIB par habitant à la fin des fins. Et donc ça, c'est ça le vrai sujet. Le sujet de l'économie même des retraites, si on en croit le corps, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire au départ, même si on sait qu'il a un historique un peu optimiste, c'est a priori, on a passé le pic. Il y a le pic d'à peu près 14% dans le PIB. Mais je ne voulais pas qu'on parte là-dedans, parce que on fera une journée. D'ailleurs, on fera une heure sur la... donc je m'arrête là, voilà. Juste pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, pour moi, c'est plus un... Enfin, en tout cas, avant... C'est un chiffon rouge qu'il agite. C'est plus un sujet politique qu'autre chose. Et le vrai sujet que j'aimerais voir venir dans la campagne présidentielle, c'est ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme débat entre actifs et retraités et niveau de richesse qu'on veut avoir dans le pays. Et donc, effectivement, est-ce qu'on fait travailler les gens plus tard dans la vie? C'est un vrai sujet. Et c'est plus un sujet de répartition de l'effort et de niveau de richesse qu'un sujet de, maintenant, gestion financière des régimes de retraite. Alors, je crois que c'est encore un exemple de ce qu'on aurait pu s'attendre dans cette fameuse Startup Nation. Je reviens au sujet, qui n'est pas une Startup Nation. C'est-à-dire que, voilà, un sujet, et tu l'as très bien expliqué, en effet, parler de ces chiffons rouges aujourd'hui, franchement, c'est stérile, je trouve, et que ça va faire que de la polémique. En revanche, ce qu'on aurait dû traiter, c'est la notion même de l'emploi. Qu'est-ce que va être l'emploi dans le futur? Et en effet, vous allez me dire, j'ai un peu de tropisme numérique, mais le numérique va transformer complètement. Oui, mais ça va peut-être venir, ça. Oui, non, ça va venir. Attendez, mais les retraites vont dépendre justement. Ça va être la Digital Nation. Ah oui, ça. J'aurais préféré la nation numérique. J'aurais préféré numérique. Ah oui, Par la exemple, nation numérique. Vous avez une montée en puissance aujourd'hui de tout ce qui est auto-entrepreneurs, freelance, de jeunes qui veulent avoir une nouvelle forme d'emploi. Vous constaterez que je n'utilise pas le mot travail, parce que je fais la différence. Je pense que le travail, il y en aura toujours et de plus en plus. En revanche, on va travailler
complètement différemment avec des emplois, et il faudrait remettre en question le contrat de travail, la forme des retraites. Donc ça aurait été un sujet vraiment de nation numérique. C'est peut-être un sujet qui va venir. Ah d'accord. Non. Là, c'est juste. Non, mais là, ce qu'on va faire ensemble, puisque vous allez nous, j'espère, nous faire l'honneur de revenir, et je peux l'expliquer aussi, puisqu'on commence à s'installer. Là, l'idée, c'est de prendre l'écume des jours. Et donc, là, effectivement, il décide. Même s'il est en train de revenir en arrière, je ne sais pas si j'ai noté la phrase de son porte-parole hier dans le... Oui, voilà, c'est ça. La préservation de l'unité du pays sera un déterminant central. C'est-à-dire qu'il a sorti le chiffon rouge pour dire, j'en sais rien, moi, à la droite, eh oh les gars, je suis là, vous avez des problèmes avec votre primaire interne, pensez à moi. Et puis hop, je le retire, parce que Bénédicte, ça reste un sujet inflammable. Ah ben oui, c'est extrêmement inflammable. C'est hyper symbolique. Ça va, comment dire, l'idée c'est sans doute de s'adresser à tous les gens qui trouvent que c'est injuste que d'autres aient plus qu'eux. Et peut-être qu'ils s'adressent aux gilets jaunes, aux gens qui manifestent. Mais la question c'est que tous les personnels qui sont en fait, qui ont des régimes spéciaux vont se liguer avec les mêmes personnes qui pourraient être tentées de leur en vouloir. Et donc en fait il va avoir contre lui la nation tout entière. Donc politiquement, il peut faire descendre tout le monde dans la rue avec un sujet qui concerne très peu de monde. Mais ouais. Et donc, qui n'est pas économique. Et qui n'est pas économique, et qui à nouveau va cristalliser de la mauvaise humeur. Et franchement, je pense on n'a pas besoin, en fait. Les gens on a peuvent, besoin plutôt aujourd'hui de retrouver un peu d'élan, en fait. Alors ça, c'est un truc vraiment qui ne donne pas d'élan. Hein. En plus, les gens peuvent assez légitimement se sentir stigmatisés. Quoi. C'est comme cette histoire, puisque tu es là, qui m'a toujours exaspéré, l'histoire des billets gratuits. Ah, mon Dieu, qui revient d'ailleurs aussi avec là, les policiers. Mais bon Dieu, le billet gratuit, il est gratuit. Le train, il roulera de toute façon. Enfin, voilà, la place, elle est libre. Parce que j'imagine que quand ça marche pas les jours de grand départ, etc. et tout. Donc, la place est vide, les gars. Donc, c'est un bien, c'est le bien le plus périssable de l'économie, une place dans un train. Oui, donc, c'est plus périssable. Laissons-les tranquilles avec ça. Une place d'un train qui part est plus périssable que les fraises, ça c'est sûr. Voilà, il y a ça et une chambre d'hôtel. Voilà. Et alors après, je crois que ça doit représenter, si ma mémoire est bonne, 400 € par an. 400 € par an. Et par agent, tu veux dire. Par personne. Oui. Voilà. Donc c'est dans le contrat de travail, mais c'est epsilonesque. Et ça ne coûte rien. Et ça ne coûte rien. Mais c'est, encore une fois, c'est du symbole. Et ça montre, en fait, les gens sont très attachés au train. Pour les gens, prendre un train, c'est faire des choses positives en famille. Et donc, c'est normal que y ait des gens un peu qui ressentent de l'injustice. Et donc, chaque fois qu'on remet ce petit truc-là, on va gratter les bobos de l'injustice en France. Et ça fait... Enfin, on n'a pas besoin de ça. Mais non, et puis alors, ils ressentent de l'injustice, mais comme tu le dis, c'est dans un contrat de travail. Donc ceux qui ressentent de l'injustice, ils ont peut-être aussi des bons d'essence, par exemple, ou un tel a une voiture de fonction, ou un tel a tel système qui lui facilite la vie sur, j'en sais rien, des gardes d'enfants. C'est des contrats d'entreprise, enfin, c'est... Voilà, je voulais juste dire ça. Ça peut être des contrats d'entreprise payés en partie par la solidarité nationale. On revient à l'exemple de je pars à 52 ans. Non, je parlais que des billets gratuits, oui, Jean-Charles. Je parle des avantages donnés. Ça peut être, oui, bien ressenti sûr. Comme ça. Et je sais, et je vois bien, c'est une vieille, ça s'est fait depuis très longtemps, il y a toujours cette tentation de jouer un peu sur justement ces inégalités apparentes ou réelles entre des statuts qui semblent protégés et d'autres situations. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, ça marche plus. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont pas se dire « Oh là là, salaud de cheminot qui part à 52 ans, alors que moi, je vais être à 62 ». Je pense qu'aujourd'hui, c'est tel que je le ressens, depuis la crise des Gilets jaunes, il y a le sentiment qu'au contraire, les catégories, on va dire, modestes, classe moyenne également, de la population, en veulent plus aux gens très aisés. Et que la vraie fracture, elle se fait plus en fait sur l'idée qu'en fait tout ça, c'est OK, le gars il a son avantage parce qu'en effet c'était son contrat de travail et à la SNCF il est ça, mais bon, il n'y a pas que des avantages à être cheminot à la SNCF évidemment, et donc ça peut être vu comme une contrepartie, et surtout il appartient à la même classe que moi, qui suis, voilà, je sais pas, chauffeur poids lourd, ou je sais pas ce que je pourrais prendre comme autre exemple, de gens qui ont le sentiment finalement d'être plus dans le même bain, en tout cas avec les mêmes conditions de vie, peut-être dans les mêmes endroits, avec les mêmes problématiques de la voiture, l'essence, la taxe carbone, pour faire les déplacements longs entre la l'urbanité et les centres-villes. Et ces gens-là, je pense que
quinquennat qui s'est ouvert, il y a eu cette fracture plutôt avec le sentiment de l'image du président des riches, par-dessus celle de la Startup Nation. Oui, elles vont ensemble. Et du coup, si vous voulez, moi, mon impression, c'est qu'effectivement, ça marche plus trop et que ça va plutôt effectivement coaliser les gens contre le 1%, et que le vrai sujet aujourd'hui politique, que va d'ailleurs prendre beaucoup de ses adversaires, c'est la question du 1%. Et il faut la penser, il faut l'adresser, et c'est normal que ce débat ait lieu. Après, il est souvent totalement, mal présenté et biaisé, mais j'ai l'impression que tout a été aiguisé dans ce sens-là. Et je trouve, moi, qu'il a été courageux, justement, de faire un certain nombre de choses qui sont très critiquées par ses opposants, mais il faut l'expliquer, le vivre, et pour l'instant tout a un peu raté parce que les premiers de cordée, le ruissellement, tout ça, évidemment, il y a une forme de caricature de son action et de son image au président Macron, et je trouve que voilà, faut essayer de replacer les choses dans un débat plus apaisé, plus rationnel, plus large, plus grand. Et c'est ça un enjeu, je pense, dans ce qui est urticant aujourd'hui, plutôt que de jouer régimes spéciaux versus reste de la population. Alors, transformation, là, sur les dernières minutes. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai vu, en fait, en préparant et en sachant que vous alliez venir, tous les trois d'ailleurs, j'ai vu une masse, alors nous, dans le métier, on appelle ça des brèves, des petites infos. Donc je me dis, mais bon Dieu, il y a des gars qui sont en train de réfléchir, de partir dans tous les sens. Donc, je sais pas, je vous les donne comme ça, la néobanque Revolut, par exemple, qui se diversifie dans le tourisme, réservation d'hôtels, bientôt voitures de location et billets d'avion. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, les mecs? Qu'est-ce que vous faites? Dans l'un de tes secteurs, la commission des opérations de bourse aux États-Unis, qui dit à Robinhood, donc on en a parlé, c'est-à-dire c'est la gamification du trading, en disant non mais vous allez beaucoup trop loin, c'est en train de devenir n'importe quoi, etc., etc. Et ça aussi j'ai adoré, donc Logitech, tout le monde connaît Logitech. Il faudra parler un jour aussi quand même des triomphes de l'industrie suisse. Il y a quand même des choses comme quoi c'est possible. La nation suisse est un grand exemple de nation industrielle. Mais bon Dieu, oui. Et donc Logitech, qui, tout le monde le connaît, spécialiste des petits objets digitaux B2C, qui se dit, mais c'est l'heure de faire du B2B. Le télétravail nous ouvre en fait un boulevard. Et ça va être une transformation profonde pour Logitech. On ne traite pas le B2C comme le B2B. Enfin, ça, pour le coup, tu le sais très très bien. Stéphane, là, tu es en train de découvrir qu'il y a une révolution. Mais ça s'accélère, tu comprends. Mais non, mais ça s'accélère, tu comprends. Absolument. Voilà, alors, deux choses. Premièrement, nous sommes à l'aube de cette révolution. Encore une fois, les gens croient que le numérique, ça y est, c'est inclus. Mais pas du tout. On démarre à peine. Et deuxièmement, ça va s'accélérer de plus en plus. Et alors, tu as cité quelques exemples, mais alors, je pourrais t'en citer. Moi, le dernier en date qui m'épate, vas-y. C'est les NFT. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui des tokens qu'on utilise pour certifier, y compris de l'art. C'est-à-dire que j'avais vu un tweet, j'ai dit la transformation numérique de l'art. Ben oui, ça y va aussi. Donc, si tu veux... Je mets pas ça dans... Ah non, mais ça m'intéresse. Oui. Je mets pas ça dans le même... Je mets pas ça dans le même ordre d'idée. Logitech ou Revolut, c'est des stratégies d'entreprise qui se transforment en profondeur. Les tokens, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 6 mois. Oui, je ne sais pas encore. Quand tu vas les voir arriver chez les notaires, chez les huissiers, chez les banques, tu vas dire, ah bah oui, finalement. D'accord, mais on va dire que c'est un pari. Voilà. C'est quoi mon sujet, Stéphane? Vas-y. Tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les métiers sont concernés par la révolution numérique. Voilà, c'est simple. Donc là, tu as cité quelques exemples, j'en ai cité quelques autres, mais je peux t'en citer des centaines. Donc, nous avons un sujet qui aurait pu être au centre... Qui sera Non, c'est pas, je vais le compléter. Qui aurait dû être au centre du quinquennat, c'est l'éducation. Nous devons éduquer au numérique tous les citoyens. Pas pour en faire des ingénieurs, mais tout simplement parce que, comme on est en train de le dire, n'importe quel citoyen, n'importe quel travailleur aura besoin du numérique dans son quotidien. Et par conséquent, si on veut des citoyens responsables et qui utilisent le numérique de façon intelligente, en faisant attention à ses données, etc., si on veut des travailleurs opérationnels efficaces, eh bien, il aurait fallu faire un plan massif d'éducation. Bon, encore une fois, il n'est pas trop tard, j'espère que ça, on y viendra. Blanquer a fait certaines choses, mais on est très très loin du compte par rapport à cette révolution. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, rendons hommage une fois encore à la Grande École du Numérique? Mais bien sûr, c'est un des... À l'ensemble de ces formations labellisées,
qui aujourd'hui, ils appellent ça de la poudre sèche dans les fonds d'investissement, c'est-à-dire aujourd'hui, malheureusement, mon cher Guy, il y a plus de pognon que de candidats. C'est-à-dire qu'il y a énormément de formations qui sont ouvertes, qui sont gratuites, qui sont financées et qui n'ont pas de candidats. Alors, donc d'abord, comme tu le sais, j'ai été un des instigateurs de la Grande École du Numérique. Donc, j'ai découvert ça l'année dernière, on en a parlé ensemble d'ailleurs. Bien sûr, fou amoureux de ce truc. J'étais président du Syntec Numérique, j'avais fait tout un plan, j'avais proposé un plan à l'époque à François Hollande, dont on a eu au moins la Grande École du Numérique. Alors, c'est un projet formidable qui fonctionne. Je crois qu'il y a 20 000, 25 000 formés au numérique chaque année. Mais enfin, il faut rappeler quand même que tous les ans, on a un déficit de 20 à 30 000. Bon, donc c'est déjà, en plus de tout ce qui est fait, ça ne suffit pas. Tu as raison. Il faudrait qu'on ait plus de candidats. Donc, double responsabilité. Premièrement, la responsabilité des entreprises qui doivent transformer ces métiers de façon attractive, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore assez attractif. Salaire, conditions de travail, féminisation, il y a plein de choses à faire. Et donc, en particulier chez Open, par exemple, on fait plein d'actions là-dessus pour rendre ces métiers attractifs. Et deuxièmement, le travail d'éducation et de formation qui doit changer d'orientation. Pourquoi est-ce que les jeunes filles qui vont passer le bac, qui vont avoir un bac mention très bien avec 18 au bac, choisissent toutes d'aller faire médecine? Je caricature. Elles préfèrent médecine que d'aller faire une école d'ingénieur ou en particulier d'informatique. C'est un vrai sujet sur lequel on doit se pencher. Mais bon sang de bonsoir, c'est ça le sujet, plutôt qu'en effet les chiffons rouges dont on a parlé tout à l'heure. Sachant que on a tendance Pourquoi d'ailleurs, Bénédicte? Pourquoi est-ce qu'elles ne deviennent pas ingénieurs, les jeunes filles? Parce que c'est un sujet, pour le coup, il est récurrent, celui-là. Oui, je pense qu'il y a un sujet aussi qu'on valorise beaucoup la partie technologique du numérique. Et qu'en fait, le numérique, c'est pas que de la technologie, c'est de l'usage. Et pour le coup, l'usage, ça concerne vraiment les jeunes filles. Si on faisait un peu d'essentialisme, que j'aime pas trop faire, mais et ça, c'est pas tellement mis en évidence, c'est pas tellement mis en valeur. C'est-à-dire expliquer qu'est-ce qui va faire en fait qu'un produit numérique va être bien utilisé. Enfin, le succès du smartphone, bien sûr, c'est la technologie. Mais c'est pas que la technologie, c'est la manière dont il est présenté, dont on l'a dans les doigts, avant même en fait de savoir comment on va l'utiliser. Notre pouce est en train d'agir. C'est ça qui est intéressant. Et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec Guy, pourquoi on avait envie que des sociologues nous rejoignent et des ergonomes nous rejoignent? Précisément, c'est pour tricoter, pour marier la technologie et l'usage. Et on ne parle pas assez de l'usage. Moi, je passe beaucoup de temps à essayer de vendre ça aussi. C'est-à-dire, un pays numérique, ce n'est pas un pays qui fait des maths et du code. C'est un pays qui a compris que dans les usages au quotidien, on est en train de changer. Et j'avais la gentillesse de parler de mon bouquin tout à l'heure. Moi, ce qui m'a marqué quand j'étais amenée à travailler dans ma start-up, c'est qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point les usages avaient changé. C'est-à-dire que la vie au travail était devenue différente. Tellement différente que j'étais paumée. Mais c'est ça l'usage, c'est en fait comprendre qu'est-ce qui se passe dans le quotidien des gens, dans leur consommation élémentaire, et dans ce qui fait que dans leur foyer, dans leur école, ils ont un rapport aux choses qui changent. Et ce qui est... D'ailleurs, c'est le discours aujourd'hui de tous les éditeurs, notamment la fonction finance par exemple, qui est en train de se transformer mais radicalement, avec énormément d'éditeurs de logiciels aujourd'hui qui sont en train d'automatiser un certain nombre de tâches. Et tous tiennent ce discours-là, c'est-à-dire tous tiennent le discours. Laisse de côté la technique, c'est mon boulot, il faut que ce soit sans couture. Regarde comment ton métier va se transformer et regarde ce que tu as à y gagner. Voilà. C'est pour ça que je suis moins sévère sur les faits que les enfants n'apprendraient rien, parce que pour le coup, ils sont à l'aise avec si on gamifie les choses, ils savent gamifier pour le coup. Il y a une compréhension de l'usage du numérique chez les enfants qu'on n'a pas, nous, en tant qu'adultes. Ça suffit pas, c'est-à-dire c'est le mariage de l'usage et de la technologie. Et c'est ça qu'il faut enseigner. C'est vraiment important parce que c'est un enjeu de civilisation. Et... À toute chose, malheur est bon, comme dit l'adage. Et finalement, cette crise sanitaire, avec un certain nombre de sujets, et à commencer par tous anti-Covid. Moi, je suis stupéfait par le nombre de gens, y compris dans mon entourage proche, qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le numérique et qui maintenant ont su scanner, ont tous anti-Covid, le montrent et tout ça. Donc bravo le pass sanitaire, c'est génial. En termes d'aisance, avec le smartphone pour justement, comme vous le disiez, les générations qui ne sont pas natives sur ça, c'est formidable. Et deuxième exemple c'est la première fois en fait qu'ils ont été face à un QR code. Exactement. Et tu apprends ce que c'est qu'un QR code. Et deuxième cas où aussi ça marche très bien,
merci les impôts français et impôts.gouv, parce que avec la fin des déclarations papier, tout le monde, y compris les gens relativement âgés, se mettent à savoir gérer un écran, saisir, faire des trucs. Et c'est assez bien fait, objectivement. S'il y a une administration en France qui a toujours bien fonctionné, c'est l'administration fiscale. Et ça fonctionne. Et prélèvement à la source, je change mon taux, je fais le truc. Tout ça, finalement, j'ai l'impression que les progrès arrivent, que les choses se font, et qu'effectivement, cette crise, à plein d'égards, elle va changer les choses, et elle a commencé à changer les choses dans la façon dont les gens savent se comporter, parce qu'ils n'ont pas pu aller à des guichets physiques, ils ont été privés de plein de trucs, et donc ils ont changé leur comportement, ils se sont adaptés, ils se sont rendus compte que les outils étaient là, et moi je suis assez confiant là-dessus. Je pense que ça, c'est en train de passer, et il faut évidemment, il y a quelques poches, des gens qui sont d'ailleurs du coup très handicapés dans la vie contemporaine, qui ont ce vrai problème d'inadaptation au numérique, mais c'est vraiment très très réduit et brutalement et formidablement grâce à ce qui s'est pu se passer. Pardon. Et voilà, et je pense que derrière le défi de l'éducation, il est quand même là, parce qu'en effet, je pense qu'il faut compléter ce qui est naturel, natif, quand on est habitué aux écrans depuis tout petit, par du hard skill quand même, un peu. Il faut qu'il y ait du hard skill, même si ça ne devient pas le métier, il faut qu'il y ait une aisance sur certaines choses de hard skill. Et puis, ça va pénétrer, je suis convaincu, et effectivement, c'est partout. Parler du cadre Revolut, après, ça, pour moi, c'est des choses, c'est un vrai sujet dans ce secteur-là, après, de modèles économiques. Il y a des modèles économiques qui se sont lancés à toute vitesse dans tous les domaines, et qui, aujourd'hui, sont face à des murs. Des vrais murs de rentabilité. Mais c'est ça. Et là, c'est le cas. Et donc, du coup, il faut réinventer ou trouver autre chose. Ou sinon, ça va être... Je me réinvente vers TripAdvisor, si tu veux. Mais je serais actionnaire de Revolut, je ne serais pas super... Tu me permets juste de donner les chiffres, parce que les chiffres Revolut sont quand même impressionnants. On les connaît, puis on ne les connaît pas. Donc, c'est 33 milliards de dollars de valo. La Société Générale, c'est 22 milliards de dollars. 235 millions d'euros de pertes pour 260 millions d'euros de chiffre d'affaires après 6 ans d'existence. Oui, mais des exemples. Et les mecs te disent qu'ils vont faire de la location de voitures et des billets d'avion. Mais des exemples comme ça, tu en as plein. Tu as Payvision, qui était un truc de paiement qui appartenait à ING, qui ING avait acheté 360 millions et qui passe en provision pour 0. Donc, il y en aura plein des histoires comme ça, mais c'est pas grave parce que ça va être digéré dans le système. Il y aura des gagnants. Et il y aura des gagnants. Milliards, millions. Écoute, tu parlais de la Société Générale. Non, mais je suis 22, sûr, il y a des survaleurs. De toute façon, il y a des survaleurs partout dans l'économie. Guy a parlé des NFT. Pour moi, la NFT, c'est typiquement le truc de la bulle, parce qu'il y a trop de cash dans cette économie aujourd'hui. Il y a trop de cash dans cette économie parce que les banques centrales ont mis trop de cash sur la table. Donc, il faut aller chercher du rendement partout. Donc, toutes les poches sont l'utilisation des NFT. Une photo de Messi en NFT valorisée et vendue à 100 fois, ok, pourquoi pas. Mais tout ça, il y a des survaleurs partout. Je le pense dans les cryptos, je le pense dans plein d'autres domaines et dans plein de startups. Il y a plein de startups. Je prends un exemple d'une très belle boîte, celle qui vient d'être cotée, dont tout le monde a parlé, Believe, qui est effectivement une très belle boîte. Mais aujourd'hui, ça vaut 10 fois les fonds propres. C'est beaucoup 10 fois les fonds propres. Ça veut dire qu'il y a du chemin avant de réaliser le. Mais alors là, pour le coup, pardon, si tu me permets, juste. Parce que Believe, c'est une super belle boîte. Et ils sont assis sur tout ce qu'on décrit. C'est-à-dire, ils sont assis sur la fin des intermédiaires. Voilà, je vais le dire comme ça. Globalement, le digital casse tous les intermédiaires. Revolut, si ça vaut 33 milliards, c'est pas non plus pour rien. C'est parce que, ok, il y a un chiffre d'affaires tout petit, mais il y a un nombre d'usagers qui est considérable. Moi, j'ai une carte Revolut, j'ai une carte N26, comme plein de gens. Parce que je suis très gamin sur ces trucs-là. J'en ai pris plein. Et plein de gens qui ont. Oui, mais t'as pas ton compte bancaire, t'as une carte, mais t'as pas ton compte bancaire. Exactement. Et donc, il y aura des perdants, c'est sûr. Il y a des survaleurs, c'est sûr. Mais c'est pas grave, parce que tout ça va redispatcher quand même le paysage. Tu parlais de Société Générale. Société Générale, il n'y a pas longtemps, Boursorama, bientôt. Oui. Ça va être plus de comptes que la Société Générale avec ses agences. Oui. Ça va être plus de comptes dans le groupe de comptes bancaires. Tu as dit quelque chose que je considère comme fondamental, c'est que la transformation numérique, ce n'est pas une question de numérique. La transformation numérique, c'est une transformation de business model basée sur le numérique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces exemples ? Eh bien, qu'ils sont en train d'inventer une nouvelle forme de commerce, de business. Et j'aime à dire quand même que rien n'est immuable. Regardez, il y a quelques années, quand on a vu arriver Uber, on a dit G7 est mort.
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La concurrence avec Uber a permis à G7 de se réinventer, d'avoir une appli comme Uber, d'avoir des bouteilles d'eau comme Uber. Et très bonne appli. Et du coup, Guy, notre monde de connivence et de rente a fait en sorte que une législation... Non, une législation léonienne tue les VTC. Non, mais arrête, Guy. L'examen de passage pour être VTC, c'est une pantalonnade. Voilà, qu'on a créé pour casser le marché. J'avais abandonné G7. J'avais abandonné G7 parce que c'était cher, c'était sale, ça arrivait avec au compteur déjà 20 ou 30 euros, et parce qu'il fallait téléphoner. Yes. Donc j'ai pris, pas Uber, j'avais pris un autre taxi. VTC, pardon, un autre VTC. Et petit à petit, il y a eu la concurrence. Oui. J'ai vu les VTC, ils mettaient plus de costumes, ils nettoyaient plus leur voiture, ils n'arrivaient pas à l'heure. Et du coup, je voyais une appli magnifique sur G7. Mais qu'est-ce que je veux donner par là? Moi, j'ai pas d'action sur G7. Hein. Je veux dire par là que grâce à ces nouveaux modèles, on a une transformation des modèles historiques qui vient au bénéfice du consommateur et de notre société. Et ça, c'est quelque chose d'une richesse fantastique. Voilà. Et c'est valable pour Revolut, avec la Société Générale et d'autres. Et toutes les législations ne vont pas disparaître. Et donc, effectivement, moi, je suis très transparent, je suis conflicté sur le sujet, j'ai travaillé pour le G7, mais toutes les législations ne vont pas disparaître à cause du numérique. Il y aura des législations dans plein de domaines. Et la législation taxi-VTC, je peux te dire, pour avoir travaillé des années sur le sujet, elle est plus dure pour les VTC à Londres, à New York, aujourd'hui qu'à Paris. Ouais. Et donc, elle existe partout. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très complexe. Partout, tu as le même système de rente qu'il a fallu protéger. Non, Stéphane, c'est beaucoup plus compliqué que ça, sincèrement. Après, on peut parler on peut parler du système des plaques, on peut pas ça n'existe pas partout. Mais en revanche, ce qui existe partout, c'est que tu as une rareté incroyable de la voie publique. Et qu'ayant une rareté incroyable de la voie publique dans les grandes agglomérations, parce que c'est un sujet de grande agglomération, les taxis et les VTC, pas de campagne, tu as une obligation de réfléchir à comment tu régules ça. Oui. Et aucun pays n'a trouvé la solution pour faire un système totalement libéral. Et certains ont fait beaucoup moins libéral que nous. Bénédicte, le mot de la fin là-dessus, parce que tu as baigné là-dedans pendant des années. La régulation de la voie publique, c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... ça revient à la question des infrastructures et c'est un des enjeux en fait puisqu'on revient sur la question du plan de relance. Une minute. Moi j'appelle de mes voeux en fait des investissements lourds justement sur les infrastructures en général et notamment sur toutes les infrastructures qui vont permettre en fait un développement des sujets écologiques. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais le tricot du numérique... Mais t'inquiète, on va se retrouver. Oui, oh là là, on va en parler. Et en fait, vas-y. Les business models aujourd'hui, ils vont être inspirés par les deux, le numérique et l'écologie. Et je trouve que ça, c'est, pour pas caricaturer c'est notre projet. Si on doit rêver d'un projet, c'est ça le projet. Et ça, c'est un projet qui peut fédérer. Bon. Et un patron, il a toujours envie de mettre en place des projets qui fédèrent tout le monde, quels que soient les collaborateurs. Et je trouve qu'un projet de cette nature pour un plan de relance, ça aurait de la gueule. Voilà. Bénédicte, président. Les amis, on se retrouve bientôt. C'est toujours juste, mais parce que Jean-Charles, à l'époque où on en parlait, contestait la montée en puissance du travail indépendant. Tu disais qu'ils ne se voyaient pas dans les chiffres. Ils ne se voient toujours pas dans les chiffres. D'ailleurs, là, l'emploi salarié rebondit massivement. Ouais. On est au-dessus du niveau de fin 2019, l'emploi salarié à fin juin 2021. Et effectivement, l'emploi indépendant existe. Bon. Il y a des nouveaux emplois indépendants, mais il faut voir qu'il y a tous ceux qui diminuent. Il y en a qui disparaissent. Il y a moins de petits commerces, il y a moins d'emplois agricoles. Non, mais on est au bout. Contraint par la réglementation. On en reparlera. C'est pas l'aspiration. Voilà. Parce que tu verras, on pourra regarder ça aux États-Unis de manière très précise. Aux États-Unis aussi, on a le sujet où l'emploi salarié ne recule pas, en fait. Les filles, merci pour tout. Spécial Diplo demain. Voilà, on va parler des nouveaux équilibres internationaux et notamment nouvelle doctrine politique étrangère américaine après le retrait de l'Afghanistan. C'est absolument passionnant. Ça nous fait retomber sur Taïwan, sur la tech, sur les semi-conducteurs. Tout se tient, les amis. Allez, à demain, c'est Bismart.